Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook, YouTube et TikTok. Au cœur des débats, la situation sécuritaire à Goma en RDC, les revendications des tâcherons de EKRC et la rentrée politique de l'UPADS. Sur ce plateau, Guy Benoît de Victor, journaliste indépendant spécialisé des questions politiques, Albert Nyanzuguta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Prince Honneur Abanzounou, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, depuis presque dimanche 26 janvier, la situation sécuritaire s'est dégradée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, avec l'entrée dans la ville des éléments du M23 assistés de ses partenaires qui s'affrontent avec les forces armées congolaises, donc les forces armées de la RDC. Poste frontière de Gisenyi au Rwanda. Ces hommes que l'on voit arriver sont des combattants du M23. Ils sont nombreux à être déployés ici, sur cette frontière stratégique, aux côtés des militaires rwandais. Des soldats bien armés, reconnaissables aux écussons qu'ils arborent sur leurs uniformes. Au poste frontière, les va-et-vient continuent. Un flux d'hommes, de femmes et d'enfants quitte la RDC et passe au Rwanda. Ici, c'est entre autres le personnel de la Banque mondiale. Mais les civils ne sont pas les seuls à quitter Goma et ses environs. Plusieurs dizaines de soldats roumains appartenant à une société militaire privée sont aussi à Gisenyi. Des paramilitaires contractés par Kinshasa en appui de l'armée congolaise. À quelques kilomètres de là, à Goma, règne un calme précaire. Le sort de la ville semble scellé ce mercredi. Les combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise, en occupent désormais la quasi-totalité. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. On nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on nous remet le courant et la connexion. Mais surtout, à part ça, ça va. L'aéroport est tombé, le siège du gouvernement provincial a été pris et nombre de soldats congolais ont fui. Dans certains quartiers, on assiste à des scènes de pillage. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que s'est tenue une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise a de nouveau appelé la communauté internationale à réagir. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité. Des vies innombrables ont été perdues. Ça suffit. Une nouvelle tentative diplomatique a échoué mercredi. Le président congolais Félix Tshisekedi a refusé d'assister à une réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame. Selon Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, le M23 va, je cite, « continuer dans le sud Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi ». Il est possible, dit-il, que le M23 marche jusqu'à la capitale Kinshasa et parvienne au final soit à un partage du pouvoir, soit à une prise du pouvoir totale. Une éventualité toutefois peu probable selon de nombreux experts. De leur côté, les autorités congolaises ont nommé un nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Kakule Somo-Évariste, élevé au grade de général-major pour remplacer Peter Chirimwami, mort au combat. Eh bien, nous avons vu cet élément dans la ville de Goma, le calme règne. La ville est presque sous contrôle des éléments du M23 et nous avons aussi entendu que les troupes du M23 poursuivent leur chemin vers la capitale Kinshasa. Albert, est-ce que cette situation qui prévaut en RDC ou à Goma a-t-elle une solution militaire aura-t-elle une solution militaire ou politique? Militaire, très certainement pas, puisque tel que nous voyons les choses, le M23 appuyé par l'armée du Rwanda semble déterminé donc à avancer, à aller de l'avant. D'ailleurs, un des mentors de ce mouvement de rébellion, M. Corneille Nangaa en l'occurrence, a dit que notre objectif ultime, c'est Kinshasa et rien d'autre. Donc, ils veulent en fait répéter ce qu'ils avaient déjà réalisé lorsque Kabila père est arrivé à Kinshasa et a chassé le maréchal Mobutu. Donc c'est cela qui se répète. Et comme la fois d'avant, justement,
ça n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une victoire à la fois politique et militaire. Et ici, la communauté internationale qui semble enfin se rendre compte que la République démocratique du Congo est dans la souffrance et dans la guerre, la communauté internationale semble un peu plus déterminée à dire au Rwanda avec la fermeté voulue, cessez le soutien au M23, reprenez vos positions et puis rejoignez la table de négociation. Mais est-ce que le Rwanda peut obtempérer à l'ordre de la communauté internationale, puisque cette guerre a commencé depuis longtemps, en dehors de Goma, à l'est, il y a bien d'autres localités que le M23 a déjà récupéré. Mais jusque-là, le Rwanda reste comme un peu sourd. Sourd, parce que les meilleurs arguments pour ouvrir les oreilles de quelqu'un n'ont pas été utilisés. Et ces arguments sont surtout économiques. Il n'échappe à personne que le Rwanda s'incruste dans cette partie de la République démocratique du Congo, surtout pour l'exploitation des minerais précieux qui y sont. Donc, le titan, le coltan, le cobalt, l'or et bien d'autres. Alors, si on dit, comme ça, commence à être le cas cette semaine, que le Rwanda qui ne possède aucune mine, finalement sur son territoire ne peut pas être exportateur de coltan, ne peut pas être exportateur de diamants, si on dit, voilà, les diamants et les minerais qui proviennent du Rwanda sont par définition des minerais volés, et il faut donc les boycotter sur la scène internationale, c'est sûr que il y aura une évolution sur la scène militaire. Ok, Prince Honneur, le M23 a eu comme objectif d'arriver à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement de la RDC dispose-t-il des moyens pour empêcher le M23 à accomplir cette détermination, cette mission, cet objectif? Bon, au regard de la situation actuelle des faits, on peut toutefois dire que les militaires ou les miliciens du M23 accompagnés avec l'armée rwandaise peut toutefois marcher sur la RDC. Pourquoi je le dis? Sur Kinshasa. Sur Kinshasa. Parce qu'on a suivi entre-temps le président Tshisekedi qui parlait lors des meetings. Et je comprends que c'était un discours de meeting parce que il a beau dire qu'à moindre escarmouche, il va convoquer le Sénat et l'Assemblée pour lui autoriser d'envahir, d'attaquer le Rwanda. Mais là, on constate que c'est pas une moindre escarmouche, c'est une grande escarmouche parce que c'est toute une ville de Goma. Je dirais, on peut comparer Goma à Brazzaville. Au-delà même de Brazzaville parce que les habitants de Goma et d'autres localités qui ont été prises, on comprend qu'ils ont plus le discours dans la bouche du président, mais ils n'ont pas la force sur le terrain. Et pourquoi je le dis? Parce que la guerre à l'est de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. Et on ne peut pas prétendre combattre cette guerre et ceux qui mènent cette guerre sans combattre ceux qui financent cette guerre. Pourquoi? Parce que le président Kabila père est passé par là, il a laissé sa peau. Joseph Kabila, son fils est venu, il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est là. Et s'il s'entête et s'il ne trouve pas de solution adéquate, soit c'est lui qui laissera la peau, soit c'est lui qui quittera le pouvoir. Parce que ces Rwandais les Rwandais ne sont pas plus forts que la RDC, mais ils sont soutenus par la communauté internationale. Et comme ils sont soutenus par la communauté internationale, qui sait le pourquoi il les soutient, et il sait le pourquoi, le doyen l'a dit, le Rwanda n'a pas de minerais comme tel. Mais ils sont exportateurs, ils se permettent de vendre cela. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi ne pourrait pas ramener de l'ordre tant qu'il ne combat pas ceux qui financent cette guerre. En l'occurrence, la communauté internationale. Donc, il doit être courageux de prendre des décisions pour qu'il puisse sortir vainqueur. Au-delà de mobiliser la population, au-delà d'utiliser la population. On a vu cette population qui n'est pas peut-être pas expérimentée sur l'heure du combat. Mais, sans oublier, la RDC est la troisième puissance militaire par rapport à l'effectif.
après le Nigeria et l'Éthiopie. Ils ont plus de 2 millions. Mais ils ne sont pas formés. Et voilà pourquoi on arrive à constater ces désarrois. Mais sinon, marcher sur le Rwanda, marcher sur le M23, la RDC pouvait le faire s'ils étaient bien formés. Ok, Guy Benoît, RDC, Prince l'a dit, c'est un grand pays, il a un grand effectif, mais le Rwanda, un petit pays, mais comment en est-on arrivé à ce que Goma puisse tomber, on peut dire, facilement? Bien, merci beaucoup pour l'invitation d'abord, et puis deux, ça ne peut pas étonner. Il ne faut pas que cela nous étonne. Parce que nous avions appris dans ce monde des hommes qu'il y a des colosses au pied d'argile. Des colosses au pied d'argile. On peut peut-être être grand, vaste, riche, mais si on n'a pas des assises, si on n'est pas structuré, si on n'est pas organisé, ce qui arrive, c'est quoi? C'est l'hécatombe. Il faut aller au fond de la chose. Il faut aller au fond de la chose. Vous comprenez? Si on n'y va pas au fond de la chose, nous allons parler superficiellement, mais on serait surpris. Je vous dis que si Kinshasa gagne, ou Kinshasa ne gagne pas, il va y avoir des effets collatéraux au Congo, donc il ne faut pas s'en réjouir. Il faut que Tshisekedi et sa bande s'organisent. Il faut qu'ils s'organisent. Ok. Pour arrêter net l'évolution de ces gens-là. Ok, il faut que, ce que nous retenons, il faut que le président Tshisekedi et son monde s'organisent pour arrêter l'évolution. Parce que vous allez ajouter. Parce que la guerre, on la gagne pas avec les discours. Et le plagiat. Les discours plagiés. Il le faut. Ok. Ah oui, mais voilà. Vous l'avez déjà dit, il faut qu'on évolue. Comme je disais, ce que nous retenons, il faut que la RDC s'organise pour arrêter un peu ce mouvement. Nous passons à notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet qui concerne la revendication des tâcherons de la Société Énergie Électrique du Congo, ex-SNE. Brazzaville est en panne d'électricité pendant 40 jours. Pendant ce temps, la Société Énergie Électrique du Congo est en insuffisance de ressources humaines due à ce sit-in organisé par le collectif des tâcherons de cette société qui ont décidé d'abandonner leur poste de service le 28 janvier. Le risque de voir les 40 jours de perturbation de la desserte se prolonger est probable, puisque parmi les manifestants, il y a ceux qui exercent au niveau de la direction d'exploitation. Il y a des agents de la moyenne tension, de la basse tension. La main-d'œuvre est très très importante. Ça, on ne peut pas vous le cacher. Parmi tout ce monde que vous voyez là, il y en a ceux qui travaillent encore au service technique, au service commercial. Le fait que nous sommes assis, c'est vrai. Le service technique de dépannage doit être impacté parce que nous avons des techniciens ici. Là. Ces tâcherons de la Société Énergie Électrique du Congo plaident pour la régularisation de leur situation professionnelle. À la ECARS, nous faisons tout. Il y a le service commercial, il y a des techniciens. C'est-à-dire la facturation, la relève, tout ce qui va avec la maintenance, tout ce qui va avec l'électricité. Nous, ce que nous voulons, c'est juste l'embauche. Parce que nous sommes tous des Congolais. Nous sommes venus revendiquer nos droits. Nous avons travaillé pour cette société. Parce qu'il y en a qui ont fait 20 ans, 16 ans et plus même. Ils ont le déficit des agents. Il y a de la place. Ce sit-in est motivé par le non-aboutissement des démarches des entreprises par le bureau de ce collectif qui compte en son sein des tâcherons qui pour certains ont déjà servi ECARS pendant plus de 10 ans. On a fait plusieurs démarches. Ça fait déjà 1 année et demie que nous sommes en train de faire les démarches. Nous avons eu la chance de faire une réunion tripartite entre nous, la police et la direction générale. En conclusion, ils nous ont promis la régulation de la situation. Mais sauf qu'après le conseil d'administration, nous sommes dessus de constater que ce qu'on avait dit avec eux, ils n'ont pas respecté ça. La Société Énergie Électrique du Congo connaît actuellement autant de difficultés dans son fonctionnement, même à l'intérieur du pays, où certains agents expriment leur mécontentement au regard des réformes engagées dans ce secteur. Alors, un sit-in de tâcherons qui veulent être recrutés à l'ex-SNE. Alors, Prince Honneur, cette situation de revendication des gens qu'on utilise et qu'on ne veut pas finalement régulariser devient comme une gangrène dans les administrations au Congo.
Bon, Monsieur Chrysostome, vous savez, quand on parle de la revendication professionnelle, elle est d'abord légale. Pourquoi je dis légale? Ce sont des gens qui ont servi la nation dans toute sa diversité. Mais quand on regarde souvent, moi je vais commenter cette situation en se focalisant sur deux aspects. Pourquoi je le dis? Peut-être moi-même j'ai dû servir au sein des bénévoles de la communication, mais c'est différent des tâcherons de la société énergie électrique du Congo. Vous savez, depuis ces tâcherons sont chez eux à la maison, nous qui consommons de l'électricité de la SNU, ex-SNU, je peux dire que la population vit une certaine quiétude. Parce que ce sont des gens qui étaient habitués à falsifier des choses. C'est pas parce qu'ils revendiquent le boulot. Oui, ils revendiquent le boulot, mais de quel boulot? Ce sont des gens qui se trimballaient dans des grands acteurs avec des factures, des anciennes factures pour venir verbaliser la population. Ce sont des gens qui se présentaient plus dans nos foyers pour qu'on leur donne des pots de vin. Si tu donnes pas demi, ils vont monter pour couper. Oui, d'accord, mais ceux-là, voilà pourquoi j'ai dit, qui sont en activité. Oui, non, pas tout le monde qui sont en activité. Il y a certains qui sont en activité, mais qu'il faudrait régulariser. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais commenter cela en faisant fi de deux volets. Je me permets de critiquer d'abord la qualité de leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait du mal à la population. Et c'est pas tout le monde qui va acclamer pour cet tâcheron. Et aujourd'hui, vous verrez, ça s'est calmé. Pourquoi? Parce que il y a des gens qu'on a pu conscientiser. Ouais. Maintenant, quand on veut régulariser la situation, oui, là on peut s'adresser à la direction générale de l'ECAREC ainsi que de l'État. Parce que quand on parle de l'ECAREC, c'est comme si c'est une société qui tombe du ciel. D'abord, eux, ils ne produisent pas l'électricité, c'est l'État qui met les moyens. Ils ne sont là qu'à commercialiser ou à gérer ce que l'État a fait. Mais à un certain moment, l'État doit prendre des décisions pour embaucher ceux qui ont une bonne moralité. Je parle d'une bonne moralité parce que ceux qui sont pris en flagrant délit dans ces malversations, ils seront obligés peut-être de les laisser pour prendre. Vous savez, il y a suffisamment de problèmes. Il y a suffisamment de boulot, mais il y a suffisamment de postes qu'on peut utiliser. Vous savez, même à travers la ville capitale, il y a des endroits où on n'a pas d'électricité, il y a des endroits où les agents de la SNU n'arrivent pas parce qu'ils sont en manque de personnel. Mais vous avez ces tâcherons, vous pouvez toutefois les prendre tout en les faisant signer un contrat de bonne moralité. Ok. Albert, finalement, comme Prince le dit, l'ex-SNE a besoin finalement de ce personnel. Pourquoi hésiter un peu à les recruter? Finalement, ils sont utiles. Oui, le problème est un problème d'ensemble. Ça se pose à l'ex-SNE, c'est sûr que ça se pose aussi ailleurs. Donc, le problème de comment employer notre main-d'œuvre qualifiée ou moyennement qualifiée, comment faire en sorte que notre économie tourne avec les moyens en personnel que nous avons, ça c'est une question, une éternelle question. Si on ajoute à cela le fait que les recrutements ne se font pas de manière limpide, transparente, il faut mouiller la barbe de quelqu'un pour lui laisser le dossier. Il faut que celui qui est candidat à l'emploi abandonne un tout petit peu ses prétentions et donc se voit imposer une quelconque place pourvu qu'il ait de l'emploi. Tout ça, ce sont des problèmes que le Congolais affronte et donc qui ne se posent pas seulement qu'à ECAREC. Donc voilà, c'est ça le problème, la question. Ok, Guy Bema, quand nous entendons le discours des hommes politiques où dans la cité, les gens ont besoin de l'emploi et la jeunesse n'est pas qualifiée, mais là, il y a de ceux qui sont qualifiés, mais finalement, qu'on ne peut pas utiliser alors qu'ils ont appris aussi le métier. C'est tout un problème. Évidemment, il y a un problème, c'est ça le problème de nos États. Là. Pourquoi
Une société comme le KRC ne peut pas embaucher des gens qui lui ont des services. Ces gens seront le service. Allez-y voir ceux qui viennent. Ce n'est pas les vieux. C'est ces jeunes gens-là. Allez-y voir ceux qui distribuent des factures. Ce ne sont pas les vieux. Mais quand vous allez dans les bureaux, c'est des gens que vous n'avez jamais vus sur le terrain. Donc, on a appris, d'autres personnes ont lieu et place de ça. Je crois que le vrai débat, le vrai problème qui pose, c'est celui-là. Ils sont là pendant plus de 10 heures. Alors que, après 10 ans, on se rend compte que le KRC a embauché. Mais pourquoi on n'a pas embauché celui-là? Le travail est un droit. Et la Constitution en garantit. C'est un droit pour chaque Congolais. Vous comprenez? Donc l'État devrait garantir cela. Il faut qu'on garantisse cela. C'est pourquoi il y a l'existence des syndicats. Malheureusement, nos syndicats aussi sont dans la compromission. Oui, mais vous savez, je ne suis pas contre l'embauche de ces jeunes. C'est normal qu'ils puissent se revendiquer. Et je le dis encore, je crois que Guy Benoît vient de le dire une fois, que la corruption ne peut pas finir. Non, nous devons combattre cela. Pourquoi pas faire finir ou mettre fin à la corruption? Attends, c'est un service que nous payons. Les KRC nous vendent son produit, qui est l'électricité, et nous payons ce produit. Mais il doit y avoir un respect mutuel entre nous. Mais on ne peut pas mettre sur le terrain des gens qui viendront pour verbaliser, je le dis. Je ne suis pas contre leur manière de faire, oui, mais il faut qu'il y ait des gens de bonne moralité. C'est le même problème dans les administrations, oui. Aujourd'hui, il y a aussi des jeunes journalistes qui évoluent dans des médias qui ne sont pas recrutés, qui sont à l'attente de recrutement. On peut toutefois fustiger le mauvais comportement où c'est le chef de service qui met son frère à la place de celui qui travaille. Oui, ça c'est ce qui est déplorable. Mais ce qui est sûr, il faut savoir trier pour que nous ne puissions pas tomber sur le tomate pourri qui viendra là pour rançonner la population qui d'abord a beaucoup de problèmes, qui a du mal à finir son bout, les 2 bouts de mois, parce que la vie est chère, et en ajoutant l'escroquerie des tâcherons. Ok, mais Albert, en fait, ces tâcherons ne sont pas récupérés, attends, Guy Benoît, ne sont pas récupérés, pas parce que ils rendent mal le travail, mais il y a peut-être une autre raison qu'il faut qu'on ne puisse pas les prendre. Est-ce que c'est sûr que c'est parce qu'ils viennent racketter les populations qu'ils ne sont pas pris? Ça ajoute au problème qui existe déjà. Ça ajoute parce que effectivement, racketter, je crois que tout le monde en est témoin. Donc, même si on peut et on doit prendre leur défense, il faut aussi tenir compte de la réalité qui est là. Donc, la réalité, elle est à EKRC, elle est aussi à la Société de l'eau. Elle est dans tous nos services où la population attend beaucoup un rendu. Je me permets de faire une petite parenthèse. Pour l'électricité, le problème, ce n'est pas seulement d'employer des jeunes qui viennent relever les factures. Le problème, c'est aussi pour la population et la grande majorité de la population, la qualité du service qui est donné, du produit qui arrive dans nos maisons. Lorsque vous avez, là nous sommes, dans une période, ils nous avaient prévenu en disant, voilà, il y aura 2 semaines, 2 mois. 40 jours, plus de 40 jours sans électricité. Sans électricité. Mais lorsque l'électricité va venir, nous ne sommes pas garantis contre les baisses et les variations dangereuses qui nous brûlent nos appareils, donc ça aussi c'est un problème. Alors, oui, embaucher en tenant compte des réalités économiques, mais c'est le serpent qui mord sa queue. Comment est-ce que on peut embaucher des gens qui viennent aggraver les problèmes de l'entreprise? Et puis voilà. Ok, oui, en quelques secondes. Ah oui, Jean Chrysostome, j'allais rebondir quand Prince a parlé du raquettage. Qui raquette qui? Qui raquette qui dans ces sociétés-là? Mais nous-mêmes, clients de la SN2, est-ce que la compagnie ne nous raquette pas? D'accord. Non, il faut qu'on mais parce que ces gens-là sont sur la base, sont sur les empreintes de qui? Déjà, le contrat que tu signes avec le KRC, on ne te dit pas que si tu ne payes pas avant telle date, tu as la pénalité. Mais le KRC nous bombarde des pénalités que nous payons sans raison. Mais personne n'en parle. Mais quand ces jeunes gens-là arrivent, ils savent qu'ils nous font le chantage. Nous avons besoin d'électricité. Quand ils viennent avec ça,
Et voilà pourquoi je dis, non, il faut arrêter ces pratiques-là. On ne peut pas les embaucher, on ne veut pas les avoir à cause de ça. Mais parce que si c'est eux qu'il faut, mais ils ont appris ça de qui? Puisque la société elle-même raquette, ou nous fait subir des dommages que nous, le contrat qui nous lie avec, il n'y a pas ça. Que ce soit le KRC, que ce soit la SC2, il n'y a pas de pénalité. D'où vient que nous payons les pénalités? Ok. D'où vient? Merci Guy Benoît. Oui, merci Guy Benoît. Nous mettons un terme à cette première partie. Je vous invite à une pause et nous nous retrouvons tout de suite.